Alors bonjour à toutes et à tous, bonjour aux éditeurs et bonjour à vous-même. Bon, le 27 juin prochain vont se dérouler les élections départementales dans 17 cantons des Hautes-Pyrénées. Le pays de Lourdes est divisé en deux cantons, Lourdes 1 et Lourdes 2. Lourdes 1 autrefois appelée Lourdes Ouest et Lourdes 2 autrefois appelée Lourdes Est. Nous accueillons donc Jean-Pierre Fabre et sa binôme, Laurence Montet, qui portent les couleurs du Rassemblement national sur le canton de Lourdes 2. Ils ont pour remplaçants respectifs José Sanchez-Rodriguez et Béatrice Arbus. Merci d'avoir donc répondu à notre invitation. Alors, on va commencer par les présentations. Alors, Madame Laurence Montet, si vous voulez. Par politesse, on demande aux dames d'ouvrir le bal. D'accord. Ouais, bonjour, donc je suis Laurence Monteil, donc mère de famille, de 6 enfants, mariée. Je ne dis pas de qui. Monsieur Olivier Monteil, qui est conseiller régional du département des Hautes-Pyrénées et qui est aussi responsable du département pour le Rassemblement national. Voilà, donc je me présente. Ben, bonjour. Je dis. Oui, t'as pas fini. On va revenir. Oui, et j'exerce actuellement le métier d'assistance de vie sociale. Voilà. D'accord. Jean-Pierre Fabre, voilà. Bon, ben, bonjour. Moi, je suis Jean-Pierre Fabre, j'ai 62 ans. Je suis divorcé, 2 enfants, 5 petits-enfants. J'ai fait une longue carrière dans l'armée, 33 ans en activité. Et j'ai poursuivi 10 ans dans la réserve opérationnelle. Je me suis installé depuis une quinzaine d'années en Hautes-Pyrénées, tout d'abord à Tarbes, et ensuite depuis une dizaine d'années dans une commune pas loin du canton. Je n'habite pas le canton de Lourdes 2, mais j'en suis pas loin. Voilà. Donc j'ai toujours été sympathisant du Rassemblement national, enfin du moins le Front national de l'époque, avec beaucoup de réserves du métier que je faisais. Mais je me suis vraiment engagé au Rassemblement national il y a environ 3-4 ans. Je fais partie du bureau restreint du RN 65 et j'ai décidé de m'engager pour la première fois dans une élection, cette élection départementale. Est-ce que vous pourriez nous parler des remplaçants respectifs, parce que vu les distanciations sociales, on ne les a pas conviés à nos entretiens. Oui, ben, ils habitent dans la vallée des Gaves, là, pas loin de Lourdes, et voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Comment s'appelle-t-il? Ah, ben, José Sanchez, Sanchez, c'est le mien, et Béatrice Arbus. D'accord. Alors, que connaissez-vous de ce canton sur lequel vous vous présentez? Eh bien, qu'est-ce que vous Ben, écoutez, ce canton d'abord, il comprend une grande partie de la ville de Lourdes, hein, une grosse ville de 14 000 habitants. Nous, dans notre secteur, on a 24 communes, y compris le secteur est de Lourdes. Et voilà, avec ce que l'on connaît avant tout de Lourdes, au niveau national et même international, c'est bien sûr le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes et bien d'autres activités qui gravitent autour, le ski, les randonnées. Une grande partie rurale, oui, dans le secteur. Et quelles sont les motivations qui vous amènent à vous présenter sur ce canton? Alors, moi, les motivations, premièrement, je vais être simple. J'étais comme beaucoup de Français, hein, j'en avais marre de râler derrière mon ordinateur, et j'ai décidé de passer à l'action et de m'engager. Voilà. Donc, on n'est peut-être pas des grands experts en politique, mais bon, on a de la détermination et du courage. Mais aussi, j'ai décidé de m'engager parce que aujourd'hui, le Rassemblement national, vous le savez, il est dans une dynamique dans le département et hors du département. Je vais prendre comme référence non pas les élections municipales, qui sont toujours des élections un peu particulières et qui étaient couvertes en plus par la crise du Covid. Mais je prends la référence aux élections européennes, où le Rassemblement national est arrivé en tête dans le département avec 22% des voix, et dans le canton Lourdes 2 où nous nous présentons, également environ 22%. Donc c'est presque 20 000, 21 000 Bigourdans et Bigordantes qui ont posé une urne dans l'urne un bulletin Rassemblement national. Et donc, quand on regarde un peu la composition du conseil départemental, je trouve qu'il n'y a pas de diversité politique, puisque 90% en fait, du conseil, hein, c'est une coalition de gauche, avec
et il n'y a pas, pour moi, à mon sens, de représentativité de cet électorat. Voilà donc les motivations pour lesquelles j'ai décidé de m'engager, certes pour la première fois, mais avec beaucoup de conviction. Madame Montet, pareil? Moi, ça fait longtemps que je milite au Rassemblement National, anciennement Front National. Depuis mes 18 ans, je vote dans ce parti. Et donc je me suis même présentée à plusieurs élections municipales, cantonales, législatives, régionales, dans le nord de la France et le sud. Voilà. Et donc voilà. Puis j'ai déjà tâche sur Lourdes, habitante pas loin. Voilà. Vous avez sans doute suivi pendant 6 ans le mandat du conseil départemental. Quel bilan n'avez-vous tiré? Je vais vous dire aucun, pour la raison simple, c'est que bon, moi personnellement, je n'étais pas impliqué directement, parce que je vous l'ai dit, j'ai rejoint le RN pour les raisons que je vous ai citées aussi un peu tardivement. Le bilan, c'est pas à nous d'en parler, nous ne sommes pas des élus sortants, hein. Peut-être que les deux conseillers départementaux sortants vous en diront un peu mieux, parce que pendant 6 ans, ils savent ce qu'ils ont fait. Mais le bilan, bon, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt les électeurs qui doivent en apprécier la qualité. Et nous on arrive, c'est pour faire mieux. Hein. Donc, alors, les compétences, quelles sont les principales compétences du conseil départemental que vous entendez défendre ou développer? Bon, des compétences, il y en a beaucoup, c'est vrai. Mais donc la compétence essentielle, hein, c'est celle qui touche à la solidarité et la cohésion territoriale, qui représente quasiment un peu plus de la moitié du budget du département. Je crois qu'il est de l'ordre de 370-380 millions d'euros. Sur divers domaines, hein, c'est surtout dans la solidarité et la protection de l'enfance et de la famille, c'est le soutien aux personnes handicapées, c'est le soutien aux personnes âgées, c'est le versement du RSA par exemple, on aura l'occasion peut-être d'en reparler. Nous, ce que l'on propose, c'est d'accentuer bien sûr l'aide vers ces personnes handicapées, développer l'aide à personnaliser l'autonomie. Le RSA, on en parlera, nous ce qu'on veut agir, c'est sur, on l'a déjà dit, sur aider les plus faibles, aider les plus démunis, mais surtout en luttant contre les fraudes sociales. Le RSA en fait partie. Il y a 330 millions de fraudes aujourd'hui au niveau du RSA. Il n'y a pas de raison que le département soit épargné. Bon, on a environ, d'après ce que j'ai eu, 5700 allocataires du RSA. Je crois que ces fraudes-là, dont on ne communique pas trop d'ailleurs, nuisent gravement à l'esprit de la solidarité. Et donc il faut lutter. Donc oui, développer les aides auprès des plus fragiles, par rapport à toutes les compétences que je vous ai dit, mais en étant très vigilant sur l'utilisation des deniers, parce qu'avant que ça soit le budget du département, c'est avant tout le denier des contribuables. Voilà. Il y a aussi un problème important, hein, c'est le financement des mineurs isolés ou les mineurs non accompagnés. Là aussi, pas beaucoup d'informations. C'est pourtant quand même un problème très inquiétant au niveau national et je ne pense pas que le département soit épargné par ça. Ça coûte plus de 2 milliards par an à l'État. Les mineurs isolés, le gros problème, c'est un problème de droit, un problème de fond. Un mineur isolé, moins de 18 ans, étranger, n'ayant pas de tuteur, d'acte de famille d'accueil, arrive en France. Et le seul moyen, et une fois qu'il est arrivé en France et qu'il est déclaré mineur, le juge décide que cet enfant mineur doit rester en France et doit être accompagné. Ça c'est la loi. Le Rassemblement National ne conteste pas la loi. Nous, j'ai suffisamment d'ailleurs servi dans l'armée pour appliquer toute ma vie pendant plus de 40 ans les lois et les règlements. C'est pas de ça qu'on conteste. Nous, ce qu'on conteste, c'est la véracité des faits. Est-ce que ces mineurs sont vraiment mineurs? C'est bien là le problème en France. À plus de 50% en moyenne en France, ces mineurs ne le sont pas. Et dans certains départements, ça peut atteindre 80%.
Le seul moyen de le savoir, c'est un examen médical qui est très contesté, en particulier par les associations qui défendent les migrants, les étrangers, et pourtant qui a été reconnu par le Conseil constitutionnel, il a validé. C'est le seul moyen que l'on a en notre possession pour savoir que ces mineurs sont bien des mineurs. Un mineur isolé, ça coûte 52 000 € par an. Là aussi, il n'y a aucune transparence, ça ne communique pas au niveau du département. On ne le sait pas. Comme d'ailleurs, ça n'a pas communiqué l'année dernière, lors de l'arrivée des migrants, à la Lannemezan, à Lourdes, à Tarbes. Rien n'a filtré. Est-ce qu'on a demandé l'avis à la population sur leur accord ou pas, ou qu'est-ce qu'ils pensaient de l'arrivée massive de ces migrants? Il n'y en a qu'un qui a osé communiquer là-dessus, c'est le Rassemblement national. Ça nous a valu un procès. Ça, c'est la réalité des choses. Donc aujourd'hui, si on dépense de l'argent, parce que c'est pratiquement exclusivement à la charge du département, c'est ça le gros problème, le financement des mineurs isolés. Donc il faut se poser la question, il faut que le département il communique, s'il veut parler de son bilan, qu'il communique aussi de ça, parce que l'argent qu'on met de côté, c'est de l'argent qu'on ne mettra pas dans les actions de solidarité. Par contre, pour le RSA, le département communique là. Oui. Il y a eu une augmentation importante. C'est vrai. Suite au Covid, oui, c'est vrai. 12% de plus, et ça représente 35 millions d'euros oui, c'est vrai. Au niveau du budget. Après, bon, le RSA, je vous le dis, je le répète, nous, on ne le conteste pas. Aujourd'hui, on a des gens qui vivent dans une grande précarité. Vous avez suivi comme moi, parce que j'y ai participé au mouvement des Gilets jaunes, enfin, du moins j'y ai participé les 2 premiers samedis, et après, je suis resté chez moi. Pour dire que malgré tout ce qui s'est passé avec l'affaire des Gilets jaunes, le pouvoir d'achat des Bigourdans et des Bigourdannes, il n'a pas évolué. Il y a toujours nos 9 millions de pauvres en France, et donc il doit y en avoir qui vivent en dessous du seuil de pauvreté dans les Hautes-Pyrénées. Ça c'est certain. Donc l'effort doit se porter effectivement sur ces gens-là. Bon, vous me direz, un RSA pour une personne seule, 565 €, c'est pas le minimum, mais c'est déjà ça. Madame Monteil, sur la politique de la famille, qu'est-ce que vous avez à dire? Avoir un peu plus de sécurité pour nos jeunes. Voilà. Aux alentours des collèges, à l'entrée des collèges. La sécurité n'est pas une compétence du conseil départemental. Non, mais, non, mais si on peut apporter on peut apporter de la sécurité au niveau des caméras, des portiques, on peut aider, le département peut aider. Et ensuite aussi... sécurité des collèges, c'est quoi? Le développement des portiques de sécurité, de la vidéosurveillance, la protection des personnes, c'est la protection des bâtiments, en termes de mise en norme incendie, c'est la sécurité alimentaire, tout ça, ça participe, ça contribue à la protection aussi des personnes. Et puis derrière, la protection des personnes, de la famille, comme je le disais, c'est surtout dans les compétences de solidarité, hein, l'aide à l'enfance, l'aide à la famille, c'est un sens générique, le logement social. Et bon, on aura peut-être l'occasion d'en parler, là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Et nous, voilà, le logement social, nos propositions, on sait qu'il y a beaucoup de familles qui sont sur des listes d'attente. La priorité pour nous, ce n'est pas les migrants. La priorité pour nous, c'est de loger les Bigourdans et les Bigourdannes qui attendent sur des listes depuis des mois, voire des années. C'est ça la priorité. Ça aussi, c'est s'occuper de la famille. Voilà ce qu'on peut dire. Au niveau du projet de territoire qui est développé par le conseil départemental, quelles sont vos analyses? On ne le connaît pas. On ne le connaît pas, on n'a pas eu le temps de s'y pencher dessus. Comme je vous le disais, nous, sur cette élection, nous ne sommes pas des sortants, donc on ne peut pas connaître, on connaît les grandes compétences, les grandes lignes, on a des propositions à faire sur la ruralité, puisque nous on veut soutenir la ruralité, on veut soutenir la tradition, on veut maintenir notre identité. Après c'est sûr que vous pouvez parler d'autres niveaux de compétences, mais en l'état, on ne les a pas étudiés, en l'état, on n'a pas encore l'œil dessus, donc on ne peut pas vous donner un avis. Voilà. Avez-vous une idée du nombre d'agents qui travaillent pour le département des Hautes-Pyrénées, qui appartiennent au conseil départemental?
Non, non plus. Si, il a à peu près 300, non? Non, vous êtes un peu loin. 1410 plus, C'est beaucoup. plus Vous dites 260. Ah, loin, d'accord. Peu, d'accord. Oui. D'accord. Vous trouvez que c'est beaucoup? Agent territorial, vous dites? Agent du département, hein? Ah ouais. Vous pensez que c'est beaucoup, que c'est pas assez ça représente... Non, à l'échelle, ça me paraît proportionné à l'échelle d'un département. Vous savez, bon, dans le budget du département, il y a ce qu'on appelle les frais de fonctionnement. Je pense qu'on aura peut-être un jour l'occasion de voir à combien ça s'élève et qu'est-ce qu'on fait avec cet argent et qui on paie. Voilà. Et est-ce que vous pensez que les investissements qui sont prévus pour 2021 pour préparer la sortie de la crise sanitaire sont suffisants? Ils sont estimés à 72 millions d'euros. Je ne peux pas vous dire, je ne suis pas d'abord informé de ces grandes mesures. Là aussi, le droit d'en connaître, il est avant tout sur les gens qui composent les conseillers départementaux. On ne peut pas tout savoir, monsieur. Mais nous sommes venus, je voudrais quand même vous rappeler, nous sommes venus pour faire des propositions dans certains domaines. Vous savez, alors, les électeurs de Lourdes 2, ce qui les intéresse, ce n'est pas le niveau de notre culture générale sur le département, c'est savoir ce qu'on veut en faire. Voilà. Et c'est pour ça que nous sommes venus. D'accord. Voilà, donc si vous me permettez, bon, on a d'autres propositions à faire sur d'autres compétences. Allez-y, parce qu'il y a des compétences obligatoires pour le département. Oui, bien sûr. Quand on parle de soutenir la ruralité, quand on parle de soutenir la ruralité, par exemple. Bon, la ruralité, c'est quand même, d'abord, c'est un problème vaste et compliqué. C'est un mode, pour nous, hein, c'est un mode d'habiter hein, qui met en œuvre une coupure franche entre la campagne et la ville. Une fois qu'on a dit ça, pour nous, c'est bien sûr proposer des exploitations agricoles, parce que le département a une forte identité rurale, mais c'est également notre patrimoine, c'est également nos infrastructures touristiques, c'est les paysages, c'est tout ça la ruralité. Alors, c'est vrai, dans la ruralité, quand on emploie le terme rural, de suite on parle d'exploitation agricole. Bon, c'est vrai, nous en avons environ 3700, répartis sur plus de 230 000 hectares. C'est quand même quelque chose d'important. Et aider les jeunes éleveurs aussi. Oui, bien sûr. Et quand on dit, vous voyez, la majorité de ces exploitations agricoles sont des exploitations familiales dans le département, hein, qui couvrent à peu près entre 20 et 40 hectares. C'est ce modèle-là que le Rassemblement national veut soutenir. C'est pas les grandes entreprises, c'est pas ce que veut imposer l'Europe à nos agriculteurs. Vous voyez, quand il y a régulièrement la Foire Exposition, enfin le salon de l'agriculture, on va au contact, ils nous font, je parle donc des agriculteurs, ils nous font part de leurs préoccupations, de leurs inquiétudes, surtout au moment de ces fameux traités de libre-échange, le TAFTA, le CETA, hein, qui ouvre donc des marchés avec les États-Unis, le CETA par exemple, qui permet au Canada d'exporter 16 fois plus de viande bovine sans droit de douane. Ça représente 65 000 tonnes de viande et 100 000 tonnes de céréales. Je pense que nos éleveurs et nos céréaliers vont apprécier la démarche. Donc on peut comprendre leur inquiétude. Donc nous, c'est le soutien à la ruralité, c'est aussi ça. Le soutien de la ruralité, c'est de soutenir les chasseurs. C'est un véritable art de vivre dans le département. 7 000 chasseurs. Alors bien sûr, aujourd'hui, avec l'apparition de la génération végan et les anti-chasses, alors aujourd'hui on véhicule une mauvaise image du chasseur. Alors je vais vous dire du bien des chasseurs, nous on va les soutenir. Je ne suis pas personnellement chasseur, mais j'aime la chasse, parce que ça véhicule des traditions et ça véhicule une identité. Un chasseur, c'est pas un viandard, un chasseur, c'est avant tout un écologiste. Et pas les écologistes que l'on voit à Europe, écologie les Verts, qui sont verts à l'extérieur, mais très rouges à l'intérieur,
qui font plus de politique que d'écologie d'ailleurs. Donc le chasseur, c'est tout c'est vrai un écologiste. Lui, il régule la nature, il fait des bâtiments administratifs, il participe à la transmission aussi de certaines traditions, comme le folklore, les groupes, le chant. Nous, on est d'accord pour soutenir les langues régionales, dans le respect et dans le maintien de la nation. On n'a aucune velléité indépendantiste, bien entendu. Mais c'est très important parce que c'est l'identité du territoire. Vous voyez, donc le soutien à la ruralité, c'est un peu tout ça, quoi. Donc voilà ce que nous, on avait l'intention de mettre en place. Quand on parle des chasseurs, on parle aussi de leurs problèmes. Alors, la chasse, c'est un grand domaine. Alors, je vous dis ça, on aime les chasseurs et on soutiendra les chasseurs, même si leur président est allé se présenter sur une liste à l'REM, mais c'est pas grave, on ne s'adresse pas qu'à une seule personne. Voilà, chacun a le droit de se faire un avis, chacun a le droit d'avoir une opinion politique. Vous ne laissez pas beaucoup de temps de parole à votre non. Il parle très bien, alors je le laisse parler. Moi, je suis plus... Est-ce que vous pouvez me parler des routes? Vous êtes satisfait du réseau routier départemental? Il y aurait encore à faire. Il y a eu pas mal de travail, on doit l'avouer, avec les dégâts qu'il y a eu lors des inondations antérieures. Et oui, non, il y a... Bon, l'entretien. Oui, il y a beaucoup de nids de poules, des fois sur des départementales. Je ne parle pas, c'est des départements, hein, pas dans les communes. Hein. Oui, départementales, je vous ai dit. Oui. Parfois aussi, les panneaux aussi, il y a pas, des fois les indications ne sont pas bien claires, parfois. Pour le tourisme... La coopération avec l'Espagne, par exemple, ça vous... La coopération avec l'Espagne? Oui. Dans quel domaine? Mais avec les transfrontaliers, pour le tourisme. Il faut dire, on parle toujours de la voirie, de l'entretien, de l'accessibilité. Non, c'est plus touristique. Tourisme, aux produits agricoles, échangés agroalimentaires, les circuits courts, tout ça. Ah, ben ça, les circuits courts, bon, on n'a peut-être pas abordé. Bon, je pense, hein, parce que là aussi, on ne connaît pas tous les dossiers. Je pense que dans la sécurité alimentaire, il faut privilégier les produits locaux. Vous savez, moi, personnellement, je commande ma viande à la ferme des Béyens, voilà, hein, c'est de la Limousine, né, élevé et abattu en France. Au moins, vous voyez, je consomme de la viande locale. Pourquoi ne pas instaurer la consommation de gibier dans les cantines? Ça ferait en plus plaisir aux chasseurs, pourquoi pas. Mais oui, les circuits courts doivent exister, je n'en doute pas. Nous avons quand même des éleveurs, nous avons des viandes de qualité, nous avons beaucoup de maraîchers. Et oui, mais si c'est mis en place, on y jettera donc une attention et on cherchera bien sûr à le développer. Quand on parle de localisme, on parle surtout avant tout de bon sens. Et le bon sens, c'est de faire d'abord travailler les nôtres avant de faire travailler les autres. Si ça peut répondre à votre question. Des subventions importantes étaient attribuées pour soutenir les investissements des communes, des intercommunalités à travers le phare, le feu, 80 millions d'euros de subventions. Est-ce que vous êtes pour cette politique-là? Est-ce que vous voulez l'augmenter? Est-ce que vous trouvez que c'est exagéré? Déjà, il faut savoir ce que ça couvre. Parce que, voilà, vous parlez de communes, vous parlez d'intercommunalité. C'est vrai, dans le domaine de certaines dépenses, on peut faire du partenariat avec des communes, avec le département, même voire avec la région. Est-ce que l'enveloppe de 80 millions est suffisante? Je ne peux pas vous le dire, je ne connais pas les plans d'investissement. Vous savez, en termes d'infrastructure, en termes de construction, dans l'armée, on avait l'habitude de parler de schéma directeur, c'est-à-dire une projection sur plusieurs années pour savoir où on allait. Bon, je ne sais pas, une fois de plus, nous ne sommes pas des élus sortants, où on en est dans ce domaine-là. Voilà. C'est vrai qu'il va falloir mettre le doigt bien dedans aussi dans les intercommunalités, parce que il peut y avoir du clientélisme, enfin on aide le copain. Oui. Alors vous parlez de subventions, nous aussi on souhaite apporter faire attention. Notre proposition. On le sait, il y a énormément d'associations qui sont soutenues, que ce
soit par la région, par le département ne doit pas déroger à la règle, on sera très attentif. Aujourd'hui, la règle qui prévaut, hein, ce n'est pas du clientélisme, qui est quand même un fléau dans la politique. La règle qui prévaut, c'est d'aider une association d'utilité publique. Et dès lors qu'il n'y aura pas cette notion d'utilité publique, on ne versera plus d'associations. Comme on arrêtera de subventionner les associations qui aident les migrants. Parce que les migrants, pour nous, Rassemblement national, hein, ce sont avant tout des clandestins en situation régulière. Alors, là aussi, on va respecter la loi, parce qu'on ne déroge pas au droit d'asile. Je parle pour les majeurs. On a le droit, effectivement, de déposer un droit d'asile, hein, dans la mesure où votre vie est menacée, dans un pays en guerre, ou lorsque vous avez une persécution d'ordre politique, religieux, oui, vous pouvez effectivement demander un droit d'asile. Mais vous le savez bien, depuis de nombreuses années, c'est surtout une immigration économique qui a gangréné notre pays. Alors le Rassemblement national le dit, mais vous avez plus de 70% des Français dans des sondages qui disent aujourd'hui qu'il faut stopper l'immigration. Aujourd'hui, il faut s'occuper de nos concitoyens. Et nous, quand on dit qu'il ne faut pas 1 euro de plus d'impôt sur le contribuable du département, on est bien obligé de travailler en enveloppe constante, c'est comme ça qu'on dit quand on travaille les budgets. Et donc, c'est l'histoire des vases communicants. Lorsque vous donnez de l'argent à des gens qui sont dans des situations irrégulières, vous mettez de côté vos concitoyens. Nous, aujourd'hui, on veut d'abord s'occuper des nôtres, avant de s'occuper des autres. C'est pour ça qu'on fait ces propositions-là. Que pensez-vous des outils créés par le conseil départemental pour favoriser le retour à l'emploi? Oui, c'est bien, ça fait partie du RSA d'ailleurs. Parce que le RSA, c'est pas tout de donner de l'argent, mais derrière, il y a une politique d'insertion, de la formation professionnelle, pour justement sortir ces gens de la précarité. Bien entendu, ça va dans le bon sens. Vous savez, je suis de nature quelqu'un de pragmatique, je vais toujours vers ce qui est efficace. Et probant. Donc moi je ne suis pas dans une critique permanente, je ne suis pas... Si une mesure est bonne, je vous dirai qu'elle est bonne et je la voterai. Je ne suis pas dans le culte de la protestation comme nos adversaires de gauche. Ils ne sont pas dans cet esprit-là. Nous on est ouverts, même ouverts aux autres, vous voyez. Pas un repli sur soi. S'il y a des choses qui sont bonnes, qui sont décidées, qui vont dans le bon sens, on les votera. Dans le cas d'un deuxième tour où vous seriez présent, il peut y avoir une triangulaire, une quadrangulaire, qu'est-ce que vous ferez? Là, vous savez, sur les seconds tours, c'est le grand dilemme de toutes les grandes élections. Mais j'ai envie de vous dire, oui, peut-être qu'on peut être au second tour parce que nous sommes dans une dynamique. Il peut y avoir des triangulaires, il peut y avoir des opérations à Harakiri, comme on l'a vu dans certaines régions, pour faire soi-disant le front républicain. Mais aujourd'hui, vous savez, en France, le front républicain, vous regardez bien, il est un peu comme le mien, il est un peu dégarni. Donc je ne suis pas sûr que ça marche encore beaucoup de temps. Bon, en termes de fiscalité, le département vient de perdre son dernier pouvoir de taux. Il a perdu notamment, de quel impôt je veux parler, c'est du foncier bâti. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Vous parlez de la disparition de la taxe d'habitation vers le foncier? Non, le foncier, en termes de fiscalité, le département a perdu son dernier pouvoir de taux. De quel impôt parle-t-on? Je voulais vous demander. Ah oui, ouais. Je ne sais pas. Vous savez, moi je sais simplement que voilà, les gens... C'est le foncier bâti, qui a été remplacé par une fraction du produit de la TVA. D'accord. Ben là aussi, vous voyez, on est dans des critères techniques. On en saurait plus si on avait un peu plus d'expérience qu'au conseil départemental. Vous nous l'accordez, j'espère. Oui, oui. Et le projet de nous et le dossier, ouais. Et avoir le dossier à traiter devant nous. Oui. Voilà. Bon, mais avant de conclure, on va vous laisser la parole. Vous allez vous exprimer et dire ce que vous souhaitez, quel message vous souhaitez passer aux électeurs et aux électrices de ce canton.
Alors on commence par Madame Monteil. Ben, moi, je vais faire une petite. Ouais. Donc, votez pour nous. Voilà. Nous sommes le Réveil Bigourdan. Soyez autour de nous et derrière nous, voilà, pour du coup être dans les projets du département, voilà, être au conseil départemental pour aider tous les Bigourdans. J'ai envie de dire aux électeurs de Lourdes 2, si vous souhaitez une plus grande diversité et une meilleure représentativité au sein du conseil départemental, si vous souhaitez une meilleure transparence sur l'utilisation de votre argent, et si vous souhaitez enfin une meilleure proximité de vos élus, parce que c'est important, alors le 20 et le 27 juin, votez pour les candidats du Rassemblement national. Je vous remercie. Merci, monsieur.